Au lendemain de l'indépendance, avec l'accession des autres pays à l'indépendance qui n'ont pas voté ou non au référendum du 28 septembre, auquel la France a octroyé l'indépendance en 1960 par programmation. Cette vision, ces deux visions de la Guinée et de l'Afrique étaient sur le terrain. Le bloc de Casablanca, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. La Guinée appartenait au groupe de Casablanca, avec la bienveillance de Sa Majesté Mohamed V. Oussa Diéfo, Kwame Nkrumah faisait partie, Modibo Keïta faisait partie, c'était les ténors de ce groupe. C'est ce groupe auquel la Guinée appartenait qui a enclenché l'unité africaine. Notre hymne national insiste sur l'unité africaine. C'est la Guinée et à la Guinée seule que revient le privilège d'avoir sillonné tous les territoires pour convaincre de la nécessité de cette unité. En récompense donc... de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Bien sûr. OUA. Bien sûr. C'est en récompense pour ce travail gigantesque abattu par la Guinée qu'il nous a été offert le poste de secrétaire général de l'OUA. Bien que le groupe de Monrovia, certains de ce groupe, ne voulaient pas du tout de ça. Donc, on est allé à l'élection. Apiti, Sourou Mignan Apiti, il est du Dahomey, l'actuel Bénin, s'est présenté contre Téli, mais la diplomatie algérienne et la diplomatie marocaine à l'époque, des pays rodés parce que ayant accédé à la souveraineté avant nous, la Guinée a eu la chance. Ce que je veux dire à ce sujet, Téli n'était pas le choix du président Ahmed Sékou Touré. Le choix du président Ahmed Sékou Touré pour occuper ce poste était le général Lansana Gyané. Son caractère et sa vision politique qui s'assimilait au communisme féroce, il lui a été conseillé d'aller vers une personnalité plus souple qui a une vision plus ouverte. Téli était de ce lot. Il a été appelé de son poste des Nations Unies pour parachever les dernières démarches avec Sékou Touré. Et à l'élection, c'est lui qui a été présenté. Il a eu ce poste. J'en viens. C'est un sujet que vous évoquez. J'ai entendu Alain Foka parler. Je l'ai appelé sur son téléphone. Il était sur répondeur. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone en lui demandant d'accepter de venir en Guinée pour parler de ce sujet avec les Guinéens, avec la conviction qu'il peut avoir plus. Téli a été un fonctionnaire à l'OUA dans les conditions que je viens d'évoquer. Téli aussi a perdu cette fonction, pas parce que le président Sékou Touré le voulait, non. Des témoins sont vivants. Moussa Traoré du Mali vit. Je vous conseillerais d'avoir de l'audace pour aller vers les gens, parce que vous avez ouvert quelque chose qui peut servir à toute l'Afrique.
votre émission est des plus prestigieuses. Je l'ai regardée en fond avant d'accepter vous parler. Allez, Yakubu Gowon vit. Ils vous diront. À la fin de son mandat, après avoir monopolisé plus de 10 ans le secrétariat général de l'OUA, l'Afrique dans sa totalité, divisée en francophones et en anglophones, ont exigé le renouvellement du secrétariat général de l'OUA. À sa tête, les francophones qui ne voulaient pas perdre le secrétariat général ont misé sur Amadou Ahidjo pour faire cette médiation et ont même proposé un fonctionnaire camerounais, Nzo Ekangaki. Au moment des faits, il était ministre des Travaux publics du Cameroun, avec lequel Ahidjo est venu en Guinée pour présenter la doléance de l'Afrique dans sa totalité. Mais avec le souhait du groupe francophone de soutenir la candidature de Nzo Ekangaki. J'étais présent, comme vous êtes avec vos collaborateurs. Le président a dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fonction propre à la Guinée. Si c'est l'Afrique francophone qu'ils demandent, ils ne peuvent avoir que notre soutien. C'est moi, encore moi, qui ai fait le message chiffré. Voilà un de mes rôles. C'est à ce niveau que je suis, quand c'est confidentiel. On l'a adressé à l'ambassadeur de Guinée, à Addis Abeba, pas au secrétaire général, avec remise au secrétaire général de l'OUA pour l'inviter en consultation. Il est venu. Le président lui a fait le compte-rendu de ce dont l'Afrique francophone souhaite. J'étais présent. Le frère Telly a dit, de toutes les façons, c'est mon droit de me présenter à ma propre succession. C'est vrai, le candidat sortant, si ton mandat ce n'est pas hiérarchisé, c'est ton droit de te présenter à ta propre succession. Et le président a répondu, tout à fait vrai, mais il serait souhaitable que votre candidature soit soutenue par un pays, même si ce n'est pas la Guinée. C'est sur ça que cet entretien s'est achevé. Il est retourné et on a eu les élections à Rabat. Il est sorti avec Nzo Ekangaki. Il n'a eu que sa voix plus 2 voix. Nzo Ekangaki a été élu secrétaire général, qui lui aussi a perdu sa fonction dans une affaire de commerce illicite avec une société londonienne et rhodésienne. La Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, étant en ce moment en lutte et que toute l'Afrique soutenait. Il a été enlevé, remplacé par William Eteki Mboumoua. Il vit. Vous connaissez tout ce que je viens de dire. C'est pour ça que je dis, votre émission ne peut pas s'enfermer sur les limites seules de ce pays concernant la Guinée. Revenons aux événements qui sont déroulés en Guinée. Oui. Donc, qui concernaient l'ancien secrétaire général de l'OUA. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1976? Il a été arrêté pour faire de complot. C'est évident. Je vais vous dire une vérité. Telly a participé au complot de 69. Je n'ai pas dit son nom. C'était son complot. J'ai dit un complot dans un complot. C'est évident. Telly a participé
il était au courant de l'agression du 22 novembre 1970. Sont intervenus pour lui, vivant, Moussa Traoré, vivant au moment des faits, Yakubu Gowon, président en exercice de l'OUA. Il serait humiliant pour l'Afrique de voir un secrétaire général, son secrétaire général, arrêté pour faire du complot. Sont intervenus Gafar El-Nimeri, président du Soudan, Siad Barré, président de Somalie, et Dr Alfred Kenom, directeur de l'OMS pour l'Afrique avec siège à Brazzaville, qui est un promotionnaire à Téli et un ami personnel au président. La Guinée n'a jamais fait état de ces complots. Le cas de 76, Téli a été dénoncé par sa propre famille, c'est évident. Son fils Kernon était assis à la dénonciation par sa maman, l'épouse de Téli. Téli a été dénoncé par un certain Amadou Diallo qui a écrit un livre, La mort de Téli. Ce Amadou Diallo était un agent double de la DGSE française. Il était étudiant à Orléans quand il a été recruté. Il est rentré en Guinée par l'Algérie et il est venu jusqu'à nos bureaux sur recommandation. Je tais le nom des recommandés, mais je pourrais vous les donner confidentiellement. Vous pouvez les contacter. Il y a un qui vit actuellement en Guinée. Vous pouvez le contacter et vous notifiera ce que je viens de dire. Quand il est arrivé, sa première audience, c'est moi qui le lui ai donné pour rencontrer le président. L'entretien a été tellement intéressant entre les deux que je n'ai plus eu à le gérer. Je l'ai vu fonctionnaire au niveau de la Sogifab. Les anciens directeurs de Sogifab sont là, hein, ses premières victimes. Pour les anciens, tout le monde a vu ces directeurs d'entreprise balayer les rues de Conakry ici pour finalement dénoncer Téli. Et lui-même, la Guinée était structurée. On vivait en bloc socialiste, bloc occidental. Les petits pays que nous sommes, on était accrochés à des pays plus forts que nous. Amadou a été déniché par les services palestiniens. La Guinée a été informée. Il a été arrêté par surprise. On a trouvé avec lui un stylo, même un pistolet, qu'il a déclaré être son arme, qu'il pouvait utiliser à temps utile pour abattre le président. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Téli. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé le capitaine Lamine Kouyaté, officier d'ordonnance au moment des faits à la présidence de la République. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Sékou Filou Camara, un professeur de philosophie, au moment des faits, ambassadeur de Guinée à Alger. Voilà la réalité des choses. On n'a pas à s'en cacher. La vérité n'appartient à personne. J'ai dit, il y a des victimes malheureuses. Je le reconnais. Mais nier les complots guinéens, ça rentre dans le mépris. Nier aussi qu'il n'y a pas eu de victimes malheureuses, c'est encore nier la vérité. Je dis, je répète, malédiction à celui qui hérite de la haine, de la rancune et de la guerre et qui en fait un moyen de survie. La Guinée doit pouvoir se surpasser. D'accord, il y a eu un événement qui s'est déroulé... C'est un patrimoine historique, immatériel, commun à tous les Guinéens. Moi-même qui vous parle. Des parents à moi sont restés dans le camp Boiro. Je suis le Benjamin
de la famille à laquelle appartient Ibrahima Diané, premier directeur général des douanes. Il a fait 8 ans au Kambouarou, il n'est pas resté. Je suis le neveu de Naramadi Diané, premier expert comptable, directeur de la Cour des comptes. Il est resté au Kambouarou. Il y a 2 enfants entre Sekou Neta Sek et moi, chez notre père. Il est resté dans le complot. Vous comprenez leur arrestation? Vous comprenez tout cela? Oui, je le confirme. Mon frère, paix à son âme, Ibrahima Diané, je salue son courage et son honnêteté. Il m'a dit Mbemba, ça veut dire grand-père. Je remercie Dieu d'être sorti de Boiro. Mais je reconnais que j'étais un agent de la DGSE. D'accord. Il y a des événements qui ont marqué l'histoire du PDG. Il y a notamment ce jour où le régime a été véritablement ébranlé. C'était le 27 août 1977 par la révolte des femmes. Est-ce que vous, de la police, vous avez été surpris par cela? Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré? Ça, quand même, on a été surpris. Mais il faut comprendre que la Guinée a traversé les 2 ans qui précèdent 77. La Guinée a traversé des moments très difficiles. Shaitan 75, Shaitan 76. Les conditions de vie des Guinéens étaient très difficiles. C'est Shaitan qui avait rendu les conditions de vie difficiles ou bien la gestion du... La cherté de vie. D'où venait la cherté de vie? La cherté de... Vous savez... Le commerce avait été interdit, disons les mots. Il y avait beaucoup de restrictions à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas ce qui a généré cette situation un peu catastrophique, situation économique catastrophique dans les ménages au niveau national même? Non. D'accord. Le sac de riz sous la Première République n'a jamais excédé 900 cili. Chaque militant, de quelque hiérarchie qu'il soit, avait 9 kilos de riz par mois par personne et avait un carnet de ravitaillement. Le sucre était dedans, le lait était dedans, tout ce qui est nécessaire à la consommation était dedans. Notre position, malgré nos richesses, ne nous ont pas permis de nous développer. Il ne faut pas se tromper. La Guinée était coincée par-ci, par-là. La Côte d'Ivoire nous voulait la mort. Le Sénégal nous voulait la mort. Non, disons, le président, on avait maille à partir avec le président sénégalais, avec le président ivoirien. Attendez. Non. Je ne veux pas qu'on résume au peuple sénégalais, au peuple ivoirien. Non. Voilà. Vous dissertez mal. Voilà. Mais la direction des affaires appartient à qui? Voilà, au président. Et quand le président exerce le pouvoir, d'accord. La gestion des frontières, le déploiement des unités de défense, c'est le peuple. Ça, c'est le responsable du peuple qui fait. Nous voulons fermer les frontières tout de suite, ce n'est pas le peuple qui va fermer. Il suffit un acte administratif. C'est ça la réalité des choses. Donc notre situation géographique... Notre situation était de la survie. Parce qu'on était entré qu'avec des ennemis. Et nous avions hébergé tous les mouvements de libération, y compris le PAIGC qui avait sa base en Guinée. Tous les autres mouvements, le MPLA, le Neto, le Frélimo, le SWAPO, l'ANC, tous gravitaient ici. La Guinée était une menace pour l'Occident. D'ailleurs,
Les raisons économiques et les raisons politiques, on peut les évoquer dans ce débat, qui ont amené cette agression. Pourquoi le Portugal? Parce que tout simplement le Portugal trouvait intérêt à finir définitivement avec le PAIGC qui était là. Amilcar Cabral était avec nous, Aristides Pereira était nous, Nino même était là, Tchoun était là, etc., etc., etc. Tous les dirigeants du PAIGC étaient ici. On a même participé au combat. C'est un des prestiges qu'a tiré le président Conté quand il était simple soldat sur les fonds, commandant du camp de Boki. Donc, on était coincés de partout. On a survécu par troc. La richesse de la Guinée a été troquée pour que nous obtenions. Le litre d'essence était à 10 cili, 100 francs, base normale. Mais dans ça, il faut le reconnaître, il y avait le trafic. Chétan, c'était qui? C'était le trafiquant? Non, la période a été baptisée de Chétan, ça touche les trafiquants, qui prenaient justement ces importations destinées à la population pour être vendues hors du territoire des fois par personnes interposées à l'intérieur du pays. Donc, cette lutte a permis de bloquer la circulation des grains entre Conakry et l'intérieur, si ce n'est pas de façon officielle. Il est évident que cela a amené la rareté. Pourquoi j'ai dit qu'on a été surpris par le 27 août? C'est un paquet de sucre qu'une bonne dame avec son bébé avait au marché Mbalia. Un milicien s'est attaqué à elle pour ce paquet de sucre. Son bébé a failli tomber. Ça a généré une révolte au marché et les femmes se sont dirigées directement sur la présidente de la République. C'était un prétexte, quoi. Il y a quelque chose... C'est ce que j'ai dit, la cherté. Ah ouais. Je l'ai résumé. Ouais. J'ai dit, vous ne pouvez pas expliquer le 27 août sans parler de Chétan 75, Chétan 76, qui sont l'expression de